tu peux déjà nous dire comment on fait pour valoriser sa candidature, ce qui est la première étape? Alors en effet, parce que quand on est senior, il faut pouvoir se valoriser ses atouts et peut-être de façon un petit peu différente par rapport à un profil qui n'est pas senior en fait. En l'occurrence, vous allez avoir plusieurs étapes à passer. La première, c'est de faire un CV et la seconde, une lettre de motivation. Sachant que avant de passer ces étapes-là, il va falloir aussi bien savoir ce sur quoi vous voulez vous orienter et ça, c'est hyper important. Enfin, tout le panel qui s'offre à la personne. Le CV, ce que je vais vraiment conseiller pour les personnes seniors, c'est vraiment de faire un CV par compétences et pas par ordre chronologique. Parce que le parcours, il est hyper riche, il est dense et il faut que ce soit synthétique. Donc passer par un CV avec compétences, c'est vraiment bien. Il faut que ce soit hyper clair et avec les codes de la façon dont on doit faire un CV aujourd'hui qui est actuel en fait. D'utiliser une police de caractère type Arial, c'est super parce que ça passe très très bien, c'est lisible et il faut que le CV soit hyper synthétique. Et puis en tant que senior, souvent vous allez avoir affaire à des préjugés et donc il faut contourner ça et au contraire utiliser tout ce qu'on peut entendre de préjugés et le contourner pour en faire un atout en fait. Une personne qui est senior, elle a au-delà de son expérience professionnelle, une expérience de vie et donc elle a plein de compétences comportementales à mettre en avant. Et ça va être une bonne adaptabilité, être autonome, avoir du leadership, prendre du recul, etc. Et ça, il faut que ça ressorte sur le CV. Et il faudrait que ça ressorte aussi sur la lettre de motivation qui va être préparée. La lettre de motivation, elle va devoir à la fois allier justement cette mise en valeur des compétences techniques, métiers, mais aussi personnelles, et faire le lien avec le poste qui est recherché. Et donc ça veut dire s'être informé sur l'entreprise évidemment avant, ou son actu, pour faire le lien entre ses compétences et le poste qui est proposé par la structure. Et alors tu parlais de préjugés, quels sont les plus gros préjugés qu'on peut rencontrer quand on est senior? Alors les plus gros préjugés, ça va être que les seniors sont chers, par exemple. Alors oui, clairement, ils vont être un peu plus chers que les autres, mais si on regarde dans la globalité, quand on recrute quelqu'un, si vous prenez un senior qui va être un peu plus cher, il va être tout de suite autonome, opérationnel, vous n'allez pas avoir besoin de le former, de le manager, comme ça va être le cas avec un plus jeune, qui va forcément être moins cher, mais vous allez devoir passer plus de temps, etc. Donc si on fait la balance à la fin d'une année ou même de 6 mois, franchement, il n'y a aucune différence. Un autre préjugé, c'est que ça va être, vous n'allez pas être en phase avec les nouvelles technos. Or, c'est une génération qui a évolué avec l'apparition des ordinateurs, d'Internet, des téléphones portables, etc. Donc, elles sont hyper adaptables, en fait, sur ces sujets. Donc, c'est complètement un préjugé qui n'a absolument aucune valeur. Et puis, on peut entendre aussi parfois qu'on va avoir du mal à intégrer des seniors dans des équipes de juniors. Or, en fait, c'est absolument pas le cas et on se rend compte dans les équipes qui sont mixtes, justement avec plusieurs générations rassemblées, que sont des équipes qui sont hyper riches et qui sont efficaces et donnent beaucoup de valeur en fait au travail d'équipe. Se préparer à un entretien, les meilleures pratiques après toi? Alors pour se préparer à un entretien, surtout quand on n'en a pas passé depuis longtemps, oui. Il faut s'entraîner. Alors il faut s'entraîner soit dans un premier temps peut-être avec ses proches, son entourage immédiat, mais aussi se faire accompagner. Aujourd'hui, vous pouvez être accompagné par Pôle emploi ou l'APEC, etc. Mais aussi il y a plein de petites structures locales qui peuvent être proposées dans la ville dans laquelle on habite, qui accompagnent aussi justement les chercheurs d'emploi. Et c'est vraiment l'occasion d'aller vers ces associations-là pour se mettre en situation en fait, pour avoir une vraie situation d'entretien et pour reprendre confiance en fait. C'est ça qui est important, c'est de partir en entretien en étant sûr de soi, en ayant confiance en soi et de ses valeurs. Et faire un bilan de compétences, ça peut peut-être aider à ça? Est-ce que tu le conseillerais? Alors le bilan, ça dépend. Le bilan de compétences, ça peut être intéressant quand on a un parcours et qu'on sait qu'on ne va pas forcément aller dans la même direction et qu'on ne sait pas comment transposer en fait ses compétences. Par exemple, si je prends le cas d'un professeur des écoles qui veut se reconvertir, qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre en avant? Il ne s'en rend pas forcément compte tout de suite, mais ça va être le fait déjà qu'il sait parler en public, qu'il est extrêmement patient, qu'il sait gérer un groupe, qu'il sait s'adapter parce que les élèves, ça change tous les ans. Donc, il a plein de compétences qu'il peut mettre à profit, mais qu'il n'aurait pas forcément imaginé comme ça tout seul. Et c'est en travaillant justement sur un bilan de compétences parfois que vont émerger des grands mots-clés, des grandes catégories qui vont être utiles pour mieux d'ailleurs construire le CV d'ailleurs. Valérie, peut-être un dernier conseil pour le CV? Oui, alors ce qui est hyper important, c'est de mettre une accroche en fait sur le CV, de façon à ce que le recruteur comprenne bien quelle est votre compétence ou votre capacité de métier qui va être en lien avec le poste convoité. Maintenant, on va voir un petit peu quels sont les emplois et les jobs, et puis pour qui surtout. Ok.